Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Tous les 15 jours, notre équipe vous propose une table ronde avec un concentré d'infos qui stimule votre créativité et offre une bonne dose d'astuces à actionner. Stratégie, réseaux sociaux, référencement, marketplace, analytics, tous nos sujets de prédilection sont passés au crible sous forme de retours d'expérience, de conseils et d'analyse des tendances. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je m'appelle Emeline Foissé et je suis la cofondatrice de l'agence Adverti, une agence de communication spécialisée dans le web, basée dans la jolie ville de Troyes. Mon équipe et moi-même accompagnons des PME, des grands groupes, des institutionnels, des e-commerçants et des startups dans leur stratégie de communication digitale. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web agence-adverti.fr ou encore à nous envoyer un email sur ristretto@adverti.fr. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec mon associé, Marvin Chazelon, avec qui on a créé l'agence Adverti en 2016, pour un podcast un peu particulier. Exceptionnellement, nous ne serons que deux pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Comment devez-vous, en tant qu'entrepreneur ou DIRCOM, choisir votre agence de communication spécialisée dans le web? Ce podcast sera donc tout simplement un échange entre nous deux, comme nous pourrions avoir au final autour d'un café. On va parler des différentes typologies d'agences qui existent sur le marché, des critères de sélection d'une agence, des signes comme quoi telle ou telle agence n'est peut-être pas le bon fit pour vous, ou encore les pièges potentiels dans lesquels il ne faut pas tomber au moment de faire votre choix. Marv, merci d'être là. Je te propose de commencer. Merci, c'est gentil. Du coup, commençons par une question relativement basique. Si une entreprise a besoin de com digital, quelles sont les solutions qui s'offrent à elle aujourd'hui ? Aujourd'hui, basiquement, il y a trois grandes solutions. Il y a internaliser, externaliser, et dans externaliser, il y a est-ce que je prends un freelance ou une agence ? C'est les trois grandes solutions. Et la question, c'est quelle est la plus adaptée en fonction de mon stade d'entreprise, de mon projet, où est-ce que j'en suis, avec quoi je veux travailler. Enfin, il y a plein de critères que tu vas peut-être évoquer sur la différence, notamment. Alors, la première question, est-ce que je le fais en interne ou en externe ? Et est-ce que je prends une agence, donc une équipe, ou une personne toute seule, un freelance ? Oui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de freelance qui arrivent sur le marché de la communication. En général, ils ont leur spécificité. Ils vont être plus dans la partie design, dans la partie réseaux sociaux. Certains vont aller jusqu'à même l'ultra spécialisation sur, par exemple, du Facebook Ads, etc. Même sur les territoires en province, au final. Nous, on le voit à Troyes. Il y a un certain nombre de freelance qui sont arrivés sur de l'ultra spécialisation. Les deux, en fait, que ce soit freelance ou agence, au final, il y a des avantages et des inconvénients. On parle en toute transparence. Le freelance ou la freelance, en effet, c'est une seule et unique personne. Donc, si la personne part 15 jours en congé, en fait, elle est en congé, par exemple. Donc là, on parle de disponibilité plutôt du prestataire avec lequel travailler. Alors que quand vous faites confiance à une agence, vu que c'est une équipe, typiquement, là, la disponibilité, elle est censée être assurée par une certaine rotation des équipes. Ça, on va dire que c'est le premier point. Le deuxième, c'est quand même le coût. Ouais, clairement, oui. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Non, effectivement, alors, et c'est important de le dire, nous, aujourd'hui, tu parlais du marché, on considère que les freelances sont complémentaires à des agences, c'est important de le citer. On travaille nous-mêmes avec des freelances, et quand on travaille avec des freelances, on parle de co-traitance, même pour être totalement transparent. Aujourd'hui, oui, il y a un coût largement différent. Un freelance, il peut travailler à 50 € de l'heure, alors qu'une agence, on est plutôt à du 80, voire plus pour d'autres. Et la différence, c'est les coûts de structure, c'est normal, tout le monde le comprend un petit peu. Mais voilà, le freelance, potentiellement plus de réactivité, mais moins de disponibilité. Il va être certainement focus sur certaines compétences et pas d'autres. Moins de redondance dans les compétences de l'équipe. Enfin, on va y venir après, mais il faut vraiment faire le choix dans les besoins d'entreprise et comment on répond à chaque besoin. Si l'idée, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui répond 5 minutes tous les jours, je suis pas sûr que l'agence soit le number one pour ça. Si par contre on a un projet plus long terme avec des compétences pluridisciplinaires, avec un besoin de stratégie, là il faut plusieurs compétences, donc une équipe un peu plus variée. On a déjà vu le cas aussi à l'agence où typiquement des entreprises avaient commencé à travailler avec des freelances pour leur lancement et justement parce qu'elles s'y retrouvaient en termes de coûts et puis par la suite qui vont passer par des agences parce que là justement ils vont chercher une vision un peu plus stratégique et globale qui nécessite des compétences diverses et qu'on peut retrouver au sein des agences de communication spécialisées dans le web parce que au final il va y avoir une diversité des profils qui va permettre de prendre du recul par rapport à un projet et de venir
construire une stratégie qui va être sur plusieurs pans de la communication digitale, plutôt bien construite, plutôt poussée. Ok. Dans ce marché-là de la communication, au final, il y a les agences et les freelances, mais il y a aussi au sein même des agences des différences. Il y a la partie agence de communication plutôt généraliste, dans laquelle il va y avoir un pôle digital, et il y a les agences qui ont décidé de se spécialiser, de faire par exemple de la communication web uniquement. Par exemple, nous, typiquement. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet, Marv ? Ouais, un petit big up à l'agence WebUp aussi, qui est Tout à fait. l'agence sœur qui est aussi spécialisée sur son secteur. Ça leur fera plaisir. Alors, c'est notre avis, hein. Bon, comme tout ce qu'on dit, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire profession de foi, mais en tout cas, nous, on a choisi d'être spécialistes et il existe des généralistes. Quand on l'explique, on parle qu'il y a des agences de com globales et des agences de com digitales. Nous, on est du coup agence de com digitale parce qu'on considère qu'il y a déjà énormément de choses à faire dans notre secteur et qu'on est plutôt à même de pousser le sujet le plus loin possible. C'est-à-dire qu'il y a des sujets très techniques, mais pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent, aujourd'hui, quand on fait du tracking, donc quand on met en place des statistiques pour une plateforme, un site ou une campagne, nous, on veut aller jusqu'au bout de la procédure et on va chercher des trucs, tag manager, enfin bref, des outils qui ne parlent pas à tout le monde, mais où on dit, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Par contre, si on nous dit, OK, je veux organiser un événement, nous, on va plutôt être comment organisez-vous l'événement et comment nous, on peut vous aider sur la partie digitale. Et là, une agence de com globale va aller moins dans la profondeur, moins dans la verticalité, mais plus dans l'horizontalité. Je peux vous faire des flyers, je peux vous faire de l'événement, je peux vous faire un peu de digital, mais elle fera un peu moins chaque sujet. Donc, on en revient à ce qu'on disait sur le premier sujet. Il y a des forces et des faiblesses dans chaque modèle. Il faut juste voir si le besoin de l'entreprise et de sa strate à l'instant T fit avec une agence ou freelance ou interne, et spécialisé ou généraliste. Et d'ailleurs, on peut aussi le dire, on travaille aussi avec des agences de com globales qui nous font intervenir sur le plan digital des entreprises qu'elles accompagnent. Donc là, pareil, on va faire de la co-traitance avec elles. Donc la co-traitance, c'est tout simplement quand on va être en contact, nous aussi, avec le client final, et non pas de la sous-traitance, où là, par exemple, on intervient en sous-marin, et au final, ce qu'on fait très très peu. Donc, en effet, le marché s'articule plutôt de cette façon dans la communication. L'autre question, c'est à partir de quel moment est-ce qu'une entreprise doit songer à passer par une agence de com ? Parce qu'il y a des entreprises que ça travaille. Alors déjà parce que elles ne savent pas forcément le coût que ça représente, elles ne vont pas forcément solliciter une agence. Ça, c'est le premier point. Mais en fait, il y a quand même des moments spécifiques où une entreprise doit se dire, là, par contre, je fais plutôt confiance à une agence. Est-ce que tu as des exemples en tête à nous donner ? Disons que le sujet principal, ça va être la taille du projet. Enfin, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir soit plusieurs acteurs, soit un acteur extérieur. Enfin, donc là, il y a un premier facteur qui est important, qui est quand même le coût. Effectivement, de base, si on va prendre tous les budgets, on va être transparent. Si une entreprise elle a 200 € par mois au 1005, ça oriente largement différemment la structuration. De manière générale, je pense que ce qui va être important, c'est nous, alors entre guillemets, je ne vais pas faire le commercial, mais quand on le vend, c'est le discours qu'on a et je pense que c'est la meilleure position. C'est une question de rentabilité. Ça peut valoir le coup quand tu mets 200 € si ça t'en rapporte 1000, et si tu en mets 1000, si ça t'en rapporte que 500, ça sert à rien, et inversement. Donc, en fonction du budget, j'ai envie de dire, il faut voir comment structurer l'ensemble de la prestation qui va aller en face. Et nous, après, les prestataires qui sont adaptés vont s'organiser pour que ce soit bien, entre guillemets, réparti s'il y a plusieurs intervenants, quoi. L'autre chose sur cet aspect-là, c'est aussi le moment où, une fois que le budget a été défini, le moment où on fait intervenir quelqu'un d'externe, par exemple, sur la partie quand mon équipe est sous l'eau. Typiquement, c'est un cas qu'on a assez souvent d'entreprises qui viennent nous voir. Mon équipe mon équipe marketing est complètement sous l'eau. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour venir les soulager ? Et donc là, on vient définir quelles sont les compétences qui vont rester en interne, quelles sont celles qui vont être externalisées, et comment est-ce que la relation va être efficace, tout simplement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a aussi des demandes quand il y a des services de communication et de marketing sur le côté, comment est-ce que vous pouvez venir challenger
mon équipe. Aujourd'hui, ce qu'on appelle chez l'annonceur, donc tout simplement chez les entreprises traditionnelles qui ne sont pas des agences, il n'y a pas forcément beaucoup de veille qui est réalisée parce que souvent il n'y a pas besoin d'avoir une ultra spécialisation. Donc en fait, on a des personnes qui vont être un peu touche à tout, être un peu couteau suisse de la communication et du marketing, et vous allez avoir typiquement un manager qui veut encourager cette équipe-là à aller plus loin, et en fait qui va solliciter une agence externe pour faire monter en compétences, pour pousser un petit peu dans ses retranchements une équipe de communication qui est déjà installée. Ça, c'est déjà arrivé. C'est souvent des prestations qui sont limitées dans le temps. Ça va être du 6 mois pour justement donner un petit coup de boost, pour faire monter en compétences. En général, c'est suivi d'un plan de formation à côté. L'autre chose qu'on voit aussi, les entreprises nous sollicitent par exemple quand c'est des compétences one-shot qui sont requises. Je m'explique. Bien évidemment, si vous gérez par exemple la partie réseaux sociaux en interne, là c'est quelque chose de récurrent. C'est-à-dire que c'est important d'avoir quelqu'un qui va être compétent sur ce sujet et qui va, dans le temps, pouvoir gérer vos réseaux sociaux. Par contre, il y a certaines compétences en communication digitale qui sont des compétences que l'entreprise ne va utiliser, ne va exploiter qu'une seule fois. Exemple, mettre en place un GA4 bien paramétré. Donc GA4, un outil d'analytics. Ça, typiquement, la question se pose sur est-ce que ça vaut le coup qu'une personne passe du temps à se former en interne pour configurer au final un seul analytics. Là, il y a quand même une vraie question. La personne va y passer du temps et pour quelque chose qu'elle va faire une seule fois. Est-ce que c'est pas mieux de passer par un prestataire qui, lui, a l'habitude de le faire, qui va aller plus vite à le faire et qui va permettre à la personne en interne de se focaliser sur autre chose. Ça peut être aussi l'exemple de scénarios de marketing automation. Si ce sont des scénarios qui sont bien définis en avance avec le client, la configuration peut complètement être mise en place par un prestataire externe sans avoir à former quelqu'un en interne sur ce sujet. L'autre sujet que moi je vois quand une entreprise sollicite une agence, ce moment où elle se dit là c'est le moment de passer par une agence, c'est aussi quand il y a un peu ce moment d'indécision entre le est-ce que j'embauche sur cette partie-là, donc sur la communication digitale, ou est-ce que j'externalise. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, Marv ? Alors là, effectivement, et pour rebondir sur ce que tu disais, de manière générale, je pense que les meilleurs formats qu'on a eus, c'est quand même quand il y a quelqu'un en interne, au moins pour être référent. Alors, ça ne veut pas dire quelqu'un qui fait la com, qui fait le digital ou autre, mais ça peut être le dirigeant ou la dirigeante, ça peut être... c'est pas grave, on entend qu'une TPME puisse pas avoir une personne dédiée à la communication, mais il faut absolument avoir un référent qui a le recul et la vision globale. Ça, c'est le truc le plus important, donc avoir une vision stratégique pour pouvoir après décliner les actions et s'assurer que nous, ce qu'on met en place, c'est cohérent avec les besoins, avec l'identité. Donc, premier point, c'est d'avoir le référent. Après, par rapport à ce que tu évoquais, je dirais que là, on va parler de communication un peu globale, mais on parle souvent stratégie d'entreprise, stratégie de communication digitale, donc c'est l'ensemble des déclinaisons. Il faut aujourd'hui que cette connaissance, elle soit entre guillemets détenue par nous, il faut qu'on l'ait en tant que prestataire, mais il faut qu'il y ait le relais qui se fasse en interne. Donc pour moi, sur la collaboration entre l'équipe du client, donc ce que tu appelais l'annonceur, et puis nous, le côté agence, c'est comme ça que ça doit être réparti entre guillemets. L'embauche de quelqu'un, pour toi, elle doit arriver quand par rapport à une agence ? Parce que clairement, une agence peut coûter soit le prix d'un collaborateur en termes de comparaison, parfois même plus. Ouais, il y a un palier. Alors, c'est pas facile parce que tout le monde n'a pas les mêmes budgets, mais clairement, pour moi, l'internalisation, il y a que deux facteurs. Soit, oui, il y a un très fort besoin interne pour gérer un ensemble de choses, beaucoup de sujets, beaucoup de stratégies, bref, imaginons pourquoi pas. Et le deuxième cas, c'est qu'une question de budget. Aujourd'hui, payer quelqu'un à temps plein, salaire moyen dans le coin, ça va difficilement coûter, super brut annuel avec tout ce qui va à côté, difficilement moins de 3 ou 4 000 euros par mois. Et je suis gentil. Mais on va dire, c'est pour essayer de différencier des agences. Donc ça veut dire que la question va se poser à ce moment-là. À partir du moment où je commence à payer mon agence régulièrement plus de 3 ou 4 000 euros par mois, ok, comment je dois faire demain ? Alors avec ce qu'on vient de dire, attention, si c'est le cas, si c'est ce que vous faites aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire de virer l'agence et d'embaucher quelqu'un, mais peut-être de prendre entre les deux. C'est possible. Alors, chaque projet est différent, chaque budget est différent, mais
c'est là qu'il faut se poser la question. Moi, je suis vraiment à chaque fois dans l'entre-deux. S'il y a des budgets qui sont suffisamment importants, d'avoir un peu d'interne et un peu d'externe, je pense que c'est le mieux pour toutes les raisons que tu as évoquées, le challenge, la veille, la complémentarité, etc. Pour les budgets qui sont inférieurs, là, ça se complexifie, mais de toute manière, on ne peut pas se payer quelqu'un en interne en dépensant que 1 000 € par mois. Donc là, clairement, c'est agence ou freelance, quoi. Mais à la limite, on peut compenser. Pourquoi pas un petit peu d'agence, un petit peu de freelance, ou l'équivalent dans le bâtiment, hein, les assistants à maîtrise d'ouvrage, c'est quelqu'un qui vient ponctuellement. Alors, est-ce que l'agence, ça nous arrive aussi, pilote, challenge et donne une vision globale? Et effectivement, est-ce qu'un freelance ne va pas faire les opérations les plus courantes et les plus mineures, entre guillemets? Yes, tout à fait. Si on en revient d'ailleurs à la partie freelance et agence, on parlait tout à l'heure, il y a des agences de com généralistes, etc. Mais est-ce qu'une entreprise peut faire confiance à une agence, sachant que cette agence potentiellement n'y connaît absolument rien dans son secteur? Si on dit non, on est paumé. Exactement, on va en débattre. Non, objectivement, enfin vraiment, même si évidemment c'est le choix qu'on a fait, c'est-à-dire, enfin nous d'être spécialisés, on appelle ça verticalement, donc sur notre secteur d'activité, mais de ne pas se limiter dans les secteurs d'activité de nos clients. Ce qui existe, hein, il y a des agences qui sont spécialisées par exemple que dans le champagne, et ça se discute, c'est très bien, pas de souci. La question qui se pose, c'est bon. Quand on ne connaît pas un secteur, c'est notre métier de le découvrir, d'apprendre, et en même temps d'avoir du recul, de challenger le client, de challenger ses clients à lui. Donc aujourd'hui, non, pour moi en tout cas, ce n'est pas un frein de ne pas connaître le métier. Par contre, effectivement, ça nécessite de faire le travail qui va autour, en amont, pour préparer le travail. Complètement. C'est pas rare qu'il y ait de très longues réunions en début de prestation où justement on va venir comprendre l'entièreté du métier du client, l'historique de l'entreprise, son ADN, ses valeurs, ses missions, où est-ce qu'elle veut aller. Ça, c'est hyper important que justement les prestataires que vous faites travailler soient au courant de tout ça. L'idée, bien évidemment, c'est d'être plus efficace, plus pertinent, plus impactant après. Sur cette partie... agence qui n'y connaît rien au final dans son secteur, bien évidemment, de toute façon, quand vous faites confiance à un prestataire externe, il ne peut pas connaître tout de votre entreprise au moment où vous le sollicitez. Donc, il y a forcément cette phase-là qui intervient. Et c'est aussi pour ça que ça me permet de rebondir sur le côté... quand vous faites confiance à un prestataire, vous ne pouvez pas, dès le départ, vous dire que vous allez être 100% délesté de ce que vous faisiez potentiellement en interne avant. Parce que justement, il y a ce moment de rodage, ce moment où vous devez commencer à transmettre un certain nombre d'informations aux prestataires externes, ce moment également où... la relation se crée, la relation de confiance, comment est-ce que l'autre fonctionne, est-ce que, là en général c'est plutôt le prestataire qui va s'adapter, mais comment est-ce que le client fonctionne, plutôt par email, par WhatsApp, par appel, est-ce qu'il a besoin de rendez-vous fixes, quels sont les jours où il est dispo, pas dispo, etc. Et tout ça en fait ça prend du temps. Et aujourd'hui, travailler avec un prestataire externe, c'est accepter qu'il y ait un moment où il faut se caler. Il faut se caler et l'un et l'autre. Et aussi, nous, on estime en interne que ce moment, il prend à peu près 3 mois. Parce qu'au bout de 3 mois, clairement, le vocabulaire est rentré du côté du prestataire. On sait ce à quoi correspondent les acronymes. De par les échanges, on va savoir ce à quoi vraiment l'annonceur s'attend et ce qu'il attend de nous. Et donc, au bout de ces 3 mois, en fait, on fait un point. C'est OK, comment est-ce qu'on voit la suite? Si ça tourne, c'est super. Et si éventuellement il y a des choses à réajuster, on réajuste. Ouais, non, puis je reviens juste sur le côté spécialiste. C'est vrai que une agence, par contre, qui travaille que dans un secteur, je pense que, parce qu'on le voit un petit peu, hein, c'est l'évolution du marché. Oui, tout à fait. Il y en a de plus en plus des agences spécialisées, je sais pas, pour travailler dans l'éducation, dans le mobile, dans l'immobilier, donc c'est intéressant, il faut juste une fois de plus caler ça par rapport au projet. Il y a un autre risque quand même par rapport à ça, c'est de se retrouver avec des contenus similaires parce qu'en fait l'agence fait la même chose pour tous ses clients, mais à l'inverse elle est hyper spécialiste donc elle connaît bien le secteur. On est dans la nuance, hein, dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il faut savoir peut-être faire intervenir au bon moment la bonne agence. Et l'autre point sur lequel je voulais revenir que tu abordais, que je trouve intéressant, c'est que effectivement au début il faut le temps de se roder, mais c'est vrai comme dans tout secteur d'activité, on travaille avec un prestataire.
Et en fait, l'exercice est bon. Si nous-mêmes, en tant que futurs prestataires, on ne comprend pas tout de suite le produit ou l'idée du client, enfin de notre client à nous, donc de l'annonceur, c'est peut-être aussi qu'on vient volontairement avec des questions candides. C'est peut-être qu'il faut retravailler le discours commercial, l'idée, le produit. Enfin, si nous-mêmes, on ne comprend pas directement, est-ce qu'un utilisateur qui doit être client ou prospect va prendre le temps de chercher autant que nous? C'est pas sûr. Donc c'est bien aussi en même temps d'avoir ce moment où on remet un peu en question, à plat, et qu'on challenge les produits et les idées avant de travailler dessus. C'est un regard extérieur. Et en plus, parfois dans ces réunions-là, l'annonceur va s'apercevoir que, par exemple, le wording sur son site web, donc ces textes, les arguments qui sont mis en valeur sur son site web, ne sont pas suffisamment bien mis en valeur parce que nous, on n'avait pas capté que c'était sa force, par exemple. Donc là, il va y avoir tout un travail qui va en découler sur comment est-ce qu'on va remanier cette communication digitale autour de ces axes phares, enfin de ces arguments phares. C'est comme ça que d'agence web marketing, on est passé à agence de communication digitale. Exactement. Parce que ça ne parle qu'à nous. Voilà. Le terme, tout à fait, le terme ne parlait qu'à nous. Le terme n'était pas hyper recherché à l'époque en plus. Au final, c'est les compétences attendues d'une agence web marketing. Les gens les recherchaient surtout par agence de communication. Donc on y a juste ajouté digital, ou parfois aussi, vous pouvez nous entendre dire spécialisé dans le web. Marv, du coup, si tu devais donner quelques conseils, toi, sur une entreprise, quels sont les critères sur lesquels l'annonceur doit s'appuyer au moment de choisir une agence ? Alors, il y en a plusieurs, on en a cité quelques-uns. Il y a effectivement généraliste, spécialiste, ou internalisé, externalisé, un peu partiellement, bref. Une fois qu'on est sur le format, qu'on se dit, OK, je veux bosser en agence, ça veut dire qu'on sait, enfin, je veux bosser avec une agence, pardon, ça veut dire qu'on sait que là, déjà, le projet peut fit avec la manière dont travaille l'agence et ce qu'elle peut proposer. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a le type de contrat, c'est-à-dire est-ce que c'est engageant, est-ce que c'est à l'année, est-ce que c'est mensuel. Nous, on a un format où aujourd'hui on facture à l'heure ce qu'on fait et qui est assez souple en fin de compte, parce que du coup, que ce soit pour faire des réseaux sociaux, pourquoi pas aussi du référencement, de la création de sites, enfin, on a un package, bon, ça plaît à certains, ça plaît moins à d'autres, mais il faut vraiment... donc, il y a le tarif, il y a la manière de contractualiser. Il va y avoir aussi les compétences attendues, c'est-à-dire que des fois on a des demandes, hein, je prends des exemples comme ça un peu vastes, mais des fois on a des demandes pour, par exemple dans le tourisme, sur des chambres d'hôtes ou autres, et il y a un gros sujet qui est oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de Booking, Airbnb, etc. Sur ces secteurs particuliers-là, est-ce qu'il faut dépenser de la com ou pas par rapport à ça? Est-ce qu'il faut une agence? Qu'est-ce qui va être plus ou moins rentable? Bah, là, typiquement, c'est du cas par cas. Donc, il faut travailler avec son agence. On va en parler aussi un petit peu, je pense, un peu plus tard. Mais comment l'agence prépare la stratégie, comment elle la propose, comment elle la présente, comment elle s'ajuste. Tu as dit qu'il fallait 3 mois pour pouvoir, en gros, être bien aligné avec l'agence. Mais si pendant 3 mois, il n'y a pas d'échange et de construction, ça va être compliqué. Donc, voilà, j'ai envie de dire, c'est beaucoup de relationnel, c'est beaucoup d'organisation aussi. Et que le budget corresponde, la stratégie corresponde dans les premiers points. Tu parles de relationnel, moi je voulais insister dessus. À un moment donné, c'est une relation humaine, donc il y a un côté feeling qui est important en fait. Est-ce que le feeling avec le prestataire passe bien? Est-ce que quand vous vous voyez, du coup, vous sentez que vous êtes sur la même longueur d'onde, ou en tout cas que le prestataire est en train d'essayer de s'aligner avec vous? Je trouve que c'est hyper important dans une relation, parce que pour le coup, c'est purement de l'humain, quoi. Ah bah clairement, et puis tu l'as évoqué rapidement au début, mais je pense que c'est un point important, la manière de collaborer. On le dit comme ça en survolant, mais aujourd'hui il y a un vrai sujet, même de génération ou de méthode de travail. Il y a des gens qui ont besoin de téléphoner, il y a des gens qui ont besoin de SMS, des gens où c'est que par email, et en fait ça fait partie de la relation, chacun s'adapte un peu. On a vraiment tous les, pour le coup, nous en interne, on a tous les cas avec les clients. On a des clients avec qui le quotidien c'est échange sur WhatsApp et une visio une fois par mois, par exemple. Et ça se passe très bien, alors qu'il y en a d'autres, c'est tout, on les citera pas, on les adore aussi, mais il faut les appeler, il faut un petit coup de fil. Mais au final, bon, ça se passe bien. Ils aiment bien le téléphone, peut-être que c'est plus compliqué au début, mais en fait, on se dit si c'est 5 minutes par semaine pour faire le point et qu'on est calé, c'est plus un souci. Tout à fait. Et à l'inverse, est-ce que on peut parler des signes qu'une agence n'est peut-être pas le bon fit pour une entreprise? Oui, alors après, il y a énormément de critères. Là, c'est plus c'est plus les critères négatifs, entre guillemets, mais bon, on a parlé de la collaboration et du feeling humain, entre guillemets. C'est évidemment le premier point et il faut le sentir le plus vite possible. Se laisser un petit peu le temps de se connaître aussi, c'est important. Après, ce qui est sûr, c'est...
je te laisserai les autres points, mais pour moi, ce qu'on voit souvent, le forcing commercial et financier, c'est souvent la première alerte. Je vous vends un truc, vous êtes engagé pendant 3 ans, et puis que ça se passe bien ou mal, de toute façon, vous paierez tous les mois. Je ne cite personne, mais c'est jamais très bon. J'ai envie de dire, alors c'est aussi facile parce que c'est notre politique, j'entends, mais nous aujourd'hui, on est sur le sans engagement. Vous restez chez nous parce que vous avez envie. Je considère que c'est au moins le minimum parce qu'en fin de compte, à notre époque aujourd'hui, si tu as envie le mois d'après de changer de prestataire, tu le fais. Il y a certainement une bonne raison. Tout à fait. Et rester dans une relation prestataire-annonceur qui n'est pas fructueuse, je pense qu'il n'y a rien de pire tant pour le prestataire que pour l'annonceur. Juste une dernière question avant de clôturer. Qu'est-ce qu'un annonceur peut demander à une agence de communication spécialisée dans le web qui est en train de faire son choix, en fait? Qu'est-ce qu'il peut lui demander? À l'agence? Oui. En général, c'est le format qu'on suit assez régulièrement. Alors nous, il y a tout un process commercial, entre guillemets, de découverte, d'échange. L'idée, ça va être de définir comment il travaille aujourd'hui, de quoi il a besoin demain et comment l'agence intervient. C'est vraiment le premier point pour que... Je vais prendre notre exemple, ça ne veut pas dire que toutes les agences sont pareilles, mais a priori ça fonctionne et je pense que c'est le bon format. On va pouvoir nous analyser, parce que c'est toujours le premier travail. Donc il faut qu'il nous donne un maximum d'éléments. Il va nous demander, ok, regardez comment je travaille, regardez ce que je fais, est-ce que vous y voyez un potentiel et comment vous pouvez m'aider à développer ce potentiel. Je vais prendre un exemple très simple qui est vraiment dans notre verticale, un e-commerçant par exemple, parce que nous, le e-commerce, c'est assez facilement le client qu'on identifie comme étant... potentiellement avec un besoin d'agence digitale, clairement, plus que n'importe quel autre. Un e-commerçant, il lui faut du référencement, il lui faut des réseaux sociaux, il lui faut tout. Et quand il va débarquer, il va nous dire, ok, voilà ce que je vends, voilà comment je le vends, on en revient à ce qu'on disait au début. Voilà ce que j'ai fait jusque-là. Voilà ce qui fonctionne peut-être un peu ou pas, voilà ce que j'ai testé. Et nous, à partir de là, on a matière à travailler et on va pouvoir analyser et proposer. Donc c'est... L'annonceur, quand il arrive, qu'est-ce qu'il peut demander? Il peut arriver avec le truc le mieux présenté possible pour qu'on réponde le plus rapidement possible et qu'on gagne du temps sur ce que tu évoquais, les 3 mois de test. Plus on a d'infos et plus on peut proposer des choses potentiellement pertinentes, plus on va gagner du temps aussi et du budget sur le temps de se fit ensemble. Au niveau des sites web, certaines entreprises demandent des maquettes pour pouvoir faire leur choix. On en pense quoi? On n'aime pas. On va pas se mentir. Non, mais bon, là, je pense que la plupart des agences qui nous écoutent et qui nous envoient des petits mots gentils quand on en parle seront d'accord. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on nous demande des maquettes parce qu'on a l'impression de travailler avant. Alors, il y a un juste milieu. Alors attention, je précise, une agence qui demande des maquettes pour faire son choix. Donc en gros, elle n'a pas encore signé de contrat avec vous. Et pour pouvoir se décider, elle demande à toutes les agences qu'elle sollicite une maquette de page d'accueil, par exemple. Tout à fait. Donc, en plus, la maquette la plus importante / la plus difficile. C'est ça, ouais. Donc, faites-moi une maquette de tout mon site et puis si ça me plaît, je signe. Non, voilà, il y a un vrai juste milieu. Alors, c'est arrivé qu'on nous demande vraiment parce que c'est une grosse consultation, qu'il y a du monde autour de la table et qu'ils veulent une maquette. Et en fait, ils rémunèrent. Ça existe, faut le savoir. Donc, on nous dit, OK, là, on vous donne 500 € pour faire une première maquette et puis si vous êtes sélectionné, on fera la suite. Mais ça reste quand même rare. Pour le reste, c'est à éviter, je le dis, parce que vous risquez d'avoir peu de réponses. Comme quand on demande 3 modèles de logo avant d'acheter le logo, en fait, tout simplement. Ça veut dire que le travail est fait avant. Donc, ça fait partie des pratiques un peu entre deux, mais après, voilà, ça se discute. À l'inverse, c'est assez facile de se mettre d'accord autour de la table en regardant des exemples de sites qui nous plaisent, des maquettes, des templates ou autres, en amont, avant de contractualiser. Donc, voilà, c'est une mini-pratique qui disparaît quand même, on ne va pas se mentir, mais à laquelle il faut porter attention. Super, merci beaucoup pour cet échange, Marv. Je pense que nos auditeurs et nos auditrices ont désormais toutes les clés en main pour choisir correctement leur prestataire de communication digitale. C'était un plaisir de t'avoir pour ce podcast. Merci. Si en tant qu'auditeur ou auditrice, vous avez des questions ou des remarques à ce sujet, n'hésitez pas à nous en faire part sur la page du Ristretto sur Spotify ou encore en message privé sur les réseaux sociaux de l'agence. On sera un plaisir de poursuivre les échanges sur ce sujet. En tout cas, pour ma part, je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau podcast. Voilà, notre podcast est terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une grande aide pour faire connaître ce podcast à un maximum de monde. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec nous sur le contenu de ce podcast ou toute autre chose? N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur ristretto@adverti.fr. À très vite!